Nous sommes toujours avec nos invités Germain Pouli, Gabin Adjao et Cyril Sablasso. On est au pays de Germain Pouli. La première édition de AFIS a eu lieu au Togo les 28 et 29 novembre, organisé par le groupe Jeune Afrique Média. L'événement a rassemblé l'ensemble de l'industrie financière africaine. Plus de 700 banquiers, assureurs, acteurs de marché de capitaux et de la microfinance ont échangé et proposé des évolutions et réformes pour faire avancer le financement des économies africaines. On va suivre cet élément réalisé par la rédaction Info de New World TV, élément qui porte la marque de Armel Kossi-Johnson. C'est connu de tous qu'il est l'un des continents qui a enregistré une croissance plus forte au monde depuis ces 20 dernières années. L'Afrique, tout en examinant la trajectoire de son développement, se doit de confirmer ce potentiel pour se mettre sur le chemin de l'émergence. Un engagement inscrit dans le menu du sommet sur l'industrie financière africaine dont les travaux ont démarré ce lundi à Lomé. L'industrie financière africaine, elle a énormément à faire. Il y a énormément de gens aujourd'hui qui n'ont pas accès au financement. Il y a énormément de projets qui n'arrivent pas à se financer en Afrique parce que les financements ne sont pas forcément des financements locaux en monnaie locale. Et donc là, on est ici pour construire l'industrie financière. Responsables des marchés financiers, régulateurs de banques, assureurs, institutions financières se retrouvent donc à Lomé pour examiner la situation financière du continent à travers des échanges sur plusieurs thématiques. Elles sont essentiellement relatives à l'inclusion financière et au marché des services financiers. Les participants au sommet de Lomé ont un rôle important à jouer dans la recherche des solutions pour impacter de façon durable les économies africaines. Le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, revient d'ailleurs sur le rôle de l'État dans cette nouvelle dynamique. L'État doit jouer son rôle d'arbitre. C'est particulièrement vrai dans le développement des investissements durables. Les investisseurs des pays développés cherchent de plus en plus des opportunités d'investissement responsables. Leurs actionnaires le demandent, leurs clients le souhaitent. J'en veux pour preuve les montants considérables gérés par des fonds reposant sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le secteur privé est aussi très représentatif et d'ailleurs impatient d'augmenter sa contribution. Nous sommes ravis de participer à ce type d'événements en tant qu'actif banque afin d'accroître notre visibilité et d'élargir notre réseau bancaire. Nous souhaitons absolument partager notre expérience avec toutes les entreprises africaines pour que dans l'avenir, ces banques et ces assurances soient les plus digitalisées possibles pour permettre à ce que les clients désormais soient les mieux servis. Durant 2 jours, les acteurs financiers vont contribuer à la transformation de la finance africaine à travers des recommandations objectives. Allez, Germain Pouli, on a suivi l'élément. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce qu'on peut retenir, c'est que l'Afrique s'organise pour mieux se financer sur le plan économique, se financer sur le plan social, et surtout que aujourd'hui notre continent rencontre des difficultés liées, la plus immédiate, c'est un peu cette pandémie qui a affecté durablement pendant 2 ans au moins, avec quelques années supplémentaires sans doute, les économies africaines. Après, il y a cette guerre en Ukraine aussi, qui a créé une inflation assez impressionnante dans nos pays avec la vie chère et ses corollaires. Donc, il revient aujourd'hui pour l'Afrique de se ressourcer sur le plan financier, de parvenir à, comme le disait votre reporter, à cette rencontre-là, soit une inclusion financière. L'Afrique, aujourd'hui, les financements ne sont pas totalement disponibles en Afrique, mais ils peuvent l'être. Il y a des capitaux qui peuvent venir de l'étranger, mais il y a aussi des capitaux qui peuvent être mobilisés en interne. Et donc, tous ceux qui sont dans ce secteur-là, excusez-moi, qui sont dans les assurances, qui sont également dans la microfinance qui prennent énormément d'ampleur aujourd'hui, sont venus réfléchir sur les meilleurs moyens de contribuer au financement des économies africaines. Là, on n'a pas entièrement les résultats
de ce sommet, mais l'initiative reste à saluer parce que, comme on l'a dit, généralement les solutions nous viennent d'ailleurs. Alors que l'Afrique elle-même aujourd'hui, avec toutes les potentialités qu'elle a en termes de personnes, en termes de richesse, en termes de jeunesse et en termes donc d'atouts, parce que l'Afrique attire effectivement des investisseurs. Et donc il faut que notre système financier s'organise pour mieux détecter les secteurs à financer, à soutenir véritablement et arriver à cette productivité-là qui va permettre donc à notre continent d'avancer. Vous savez que l'Afrique aujourd'hui essaie de se métamorphoser, d'être un continent de l'avenir en termes de promotion de business, en termes d'industrialisation, parce que l'Afrique ne veut plus être ce continent-là qui va toujours exporter ses matières premières brutes. Il faut transformer certaines sur place, il faut créer de la valeur ajoutée. Et tout ça nécessite des financements. Et on ne peut pas rester dans l'ancien schéma qui consiste à recourir vers des financements étrangers avec des conditions parfois qui ne nous arrangent pas. Donc il faut que l'Afrique se crée elle-même son industrie financière, celle-là qui va produire des financements, qui va travailler sur des financements adéquats. Et tous ces experts-là qui étaient à Lomé ces 2 derniers jours, on espère qu'ils ont pu, en tout cas de par leur expérience et la qualité des débats qu'il y a eu donc dans notre capitale, trouver des pistes pour amener l'Afrique à sortir progressivement et avancer vers l'émergence. Frédéric Maury l'a dit, les gens n'ont pas accès au financement. Alors Cyril Sablassou, d'où l'importance de ce grand rendez-vous à Lomé. Oui, je crois que, comme vient de le dire le doyen Germain Pouli, l'initiative est vraiment salutaire et louable, d'autant plus que ça va aider les pays à préparer post-Covid-19 et post-guerre russo-ukrainienne. Parce que quand vous lisez un peu, ou vous écoutez un peu le discours du président de la République, déjà il faut souligner le caractère optimiste du monsieur, c'est-à-dire du président de la République, qui est vraiment confiant et qui dit dans son discours qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, les pays africains devraient être construits par les fils ou par les Africains eux-mêmes à travers la collaboration étroite entre les banques et le secteur public privé. C'est là il disait que, c'est-à-dire il a plaidé pour un partenariat public privé renforcé. Donc, si on peut le dire, nous croyons que à travers ce sommet, c'est-à-dire la première édition, des banques aujourd'hui vont accepter à financer les entrepreneurs parce que on ne peut pas entreprendre sans avoir sans les financements tout ça là. Donc moi à mon humble avis, c'est une occasion pour les pays africains, c'est-à-dire ce sommet là pourrait les aider à sortir de cette crise là. Alors, revenant sur l'intervention du chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, il a même dit que l'État doit jouer son rôle d'arbitre. Gabin Adjao, est-ce que vous comprenez un peu ce que le président Faure veut dire? Oui, il voulait parler de la régulation, des installations de ces institutions financières-là dans nos pays. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le véritable problème auquel on assiste quand on voit des microfinances qui pullulent un peu partout, des banques et des assurances qui pullulent un peu partout aujourd'hui. En plus, il y a un problème de communication entre ces institutions financières et les populations. Beaucoup de personnes n'y comprennent pas grand-chose. Aujourd'hui, les microfinances, les gens ne savent pas qu'ils sont des actionnaires de ces institutions financières-là. Les assurances, on n'explique pas bien les choses aux gens qui vont adhérer à ces sociétés d'assurance. Et quand un problème survient, ils n'arrivent pas à rentrer dans la réparation du préjudice subi. Les banques, ils n'expliquent pas bien le processus de prêt, par exemple, aux gens. Et quand les gens viennent pour faire un prêt, on leur dit, bon, vous devez amener telle garantie, ce qui
fait que bon, les gens sont beaucoup plus frustrés à faire confiance encore à ces institutions financières-là. Et je pense que le président de la République a bien martelé, a bien dit cela. Il ne l'a pas dit clairement, mais il faut quand même lire entre les lignes et comprendre que c'est ce qu'il veut dire. Ça veut dire qu'il est à l'écoute, il sait très bien ce qui se passe dans le pays. Et beaucoup de choses qui sont passées entre-temps, on pense que bon, il ne le sait pas, mais en réalité, il est au courant, il est en train de travailler pour. Et quand on voit des institutions financières, on parle de financement des infrastructures par nos fonds. Il va falloir que premièrement la population ait les fonds pour pouvoir déposer à la banque. Est-ce qu'on permet à la population d'avoir les fonds à disposition pour, par exemple, faire un commerce de 2 millions, pour un étudiant, par exemple, il n'a pas ces fonds-là. Mais il va falloir que, bon, il ait les fonds à disposition pour pouvoir permettre à ce que l'État aussi puisse bénéficier par le paiement des impôts et des frais de douane et ainsi de suite. Je pense qu'il doit y avoir une certaine collaboration et surtout de la communication de la part de ces institutions financières-là pour permettre à la population, premièrement, de connaître les rouages pour pouvoir accéder aux fonds, parce qu'aujourd'hui, nous parlons de fonds, de disponibilité du fonds. Et c'est même la base de ce sommet-là. Moi, je suis heureux aujourd'hui que ce sommet-là ait pu être organisé pour permettre à la population de connaître la base de l'installation des institutions financières. On connaît tout ce qui s'est passé avec les institutions de trading et autres. Désormais, il va falloir que le président de la République, de par son ministère des Finances, aide la population à ne plus tomber dans ces pièges-là et les institutions financières sur place, les banques, les assurances et les institutions de microfinance crédibles aillent vers la population, communiquent beaucoup plus avec la population pour leur permettre de ne plus tomber dans les pièges de ces oiseaux migrateurs qu'on appelle les traders et autres là, afin d'avoir une population assez responsable dans la gestion des fonds. Alors, Germain Pouli, on parle d'inclusion financière. Ce n'est pas la première fois qu'on entend cela au Togo, au Bénin, bref, en Afrique. Qu'est-ce qu'il faut apporter justement pour donner un aspect rayonnant ou un autre aspect, un aspect nouveau à l'inclusion financière en Afrique? Oui, c'est qu'il faut de la disponibilité. Donc, il y a de l'argent. Certains pensent qu'il y a déjà de l'argent. Maintenant, il faut des projets bancables. Certains pensent aussi qu'il y a des projets bancables, donc il faut les retrouver, il faut faire un travail en amont. Et c'est un peu ce que le chef de l'État disait, qu'il faut que les États accompagnent les institutions financières sur plusieurs plans, notamment les réformes au niveau du cadre des affaires, mais en même temps au niveau de l'information. Donc pour pouvoir renseigner ces institutions-là, vous savez, l'inclusion financière, aujourd'hui, la particularité, c'est qu'on est parti d'un constat. Il y a des gens qui ont besoin de financement pour grandir dans leurs activités, mais qui n'ont pas accès au système classique de financement que sont les banques. Et aujourd'hui, quand on prend le cas du Togo par exemple, c'est à partir des microfinances que l'État arrive à faire de l'inclusion financière, à financer la population, les jeunes, les agriculteurs, les femmes et tous ceux qui sont dans plusieurs secteurs à travers différents programmes. Et donc, qu'on met en contact avec ces institutions et qui font un travail quand même assez remarquable. Les gens arrivent à rembourser, les gens arrivent à emprunter un peu plus. Il y a des programmes qui permettent d'évoluer et donc d'arriver après à quitter les microfinances pour rentrer dans le secteur bancaire quand on arrive à demander beaucoup plus de mobilisation. Là, c'est plus les petits prêts de 300 000, 500 000, ça passe dans les millions et donc on va vers les banques et ainsi de suite. Donc je crois que c'est des réalités aujourd'hui qu'on ne saurait dénier. Quand vous prenez le Fonds national de la finance inclusive au Togo, il a pu accompagner des centaines de milliers de Togolais. Et ça marche. Aujourd'hui, il y a un environnement assez favorable. L'État encourage à l'entrepreneuriat privé. Et le souci des jeunes entrepreneurs aujourd'hui, ce sont les financements pour démarrer. Après aussi, ce sont des financements pour pouvoir exécuter certains marchés. Et donc, tout cela aujourd'hui, il faut amener les acteurs qui sont dans ce domaine-là
à pouvoir accompagner ce monde-là qui produit. Quand quelqu'un crée une entreprise, il produit, il crée de la richesse, mais en même temps il crée des emplois parce qu'il n'y a pas que lui-même généralement autour de lui. Il y a d'autres travailleurs qui gravitent, qui peuvent être directement dans son entreprise ou être en amont, en aval. Donc ça fait qu'il faut encourager cela. Et en même temps, il y a d'autres investisseurs étrangers qu'on invite à venir chez nous et en rendant attrayant le monde des affaires. Donc, et avec des réformes, le Togo aujourd'hui, le président Faure Singbe l'a rappelé, est une plaque tournante, une place financière importante, j'allais dire, qui a eu la chance d'abriter le siège de grandes institutions financières comme une grande banque panafricaine Ecobank, comme la BOAD, le BIDC, un certain nombre d'organismes financiers internationaux qui ont leur siège ici. Ça, c'est la grande finance. Ça. Maintenant, la finance inclusive dont on parlait justement, c'est d'aller et de pouvoir permettre à tous les Togolais, à toutes les populations, d'avoir accès à ces financements. Et ça passe aussi par la digitalisation. Donc il faut, le Togo avance dans ce domaine avec l'économie numérique, l'économie en train d'être digitalisée globalement. De plus en plus, on ne touche plus trop à l'argent, de plus en plus, on passe forcément par le digital. Et aujourd'hui, le Togo est inscrit dans ce sillage-là, et ça passe aussi par le développement des infrastructures. On ne peut pas faire de la digitalisation quand on n'a pas l'énergie, quand on n'a pas les communications qui sont avancées. Ça aussi, c'est de grands investissements à faire, et sur ce plan-là aussi, le Togo y travaille. Et comme je l'ai dit dans ma première intervention, le Togo aujourd'hui est tourné vers l'industrialisation. On a besoin de compétences étrangères, c'est vrai, mais on a besoin aussi de transformer localement ce qui se fait. Et sur ce plan-là, il y a des investissements dont le pays a besoin. Et le Togo est vraiment heureux d'abriter ce sommet qui est à sa première édition, et qui, on l'espère, va pouvoir laisser des traces et permettre quand même un démarrage dans les solutions africaines au financement des économies africaines. Justement, parlant du Togo, on vient de recevoir Gladys Vatrin, qui est du centre financier de Kigali. Elle a dit que le Togo a un partenariat fort aujourd'hui avec son pays, le Rwanda, quant à ce qui concerne le financement au niveau de l'industrie et autres. Vous pensez, Cyril Sablassou, que le Togo est sur un certain élan remarquable aujourd'hui pour booster son économie? Oui, je crois que la finance inclusive a démarré depuis fort longtemps au Togo, même avant l'histoire relative à la pandémie et à la guerre d'Ukraine, parce que je me rappelle bien un temps, c'est en 2018, juste après, oui c'est ça, en 2018, le président même a lancé ces histoires de FNFI là au niveau de Dapan. En temps, il y a plusieurs personnes qui ont reçu au moins 15 000. Ce sont des milliards qui ont été déboursés. Avant même la venue de FNFI avec les petits prêts de 30 000 francs qui a changé la vie de plusieurs Togolais, surtout dans les milieux, dans les zones reculées. Donc aujourd'hui, je crois que le Togo est un exemple dans la finance inclusive. Et donc nous espérons que tous ces pays-là qui ont participé à ce sommet-là, ce n'est pour rien que le groupe média panafricain Jeune Afrique a choisi même le Togo pour l'organisation de la première édition de ce sommet-là. Je crois que ces pays-là aussi veulent s'inspirer de la finance inclusive avec toutes ces structures qui ont été mises en place par l'État togolais. Pourquoi pas ne pas aller faire ça chez eux? Donc je crois que ce partenariat avec le Rwanda s'inscrit dans cette dynamique-là.
Alors, parmi les solutions pour booster l'industrie financière africaine, Frédéric Moury, vous venez de le propose l'injection de fonds propres pour aider notamment au développement des groupes et banques africaines, mais aussi la mise en place d'une régulation adaptée. Alors, Gabé Adjao, on espère que cela soit accompagné, pourvu que cela ne soit pas aussi des mots lancés lors de la première édition, justement, à Lomé au Togo. Oui, on espère que ça ne sera pas des lettres mortes, que de 20 mots. C'est tout ce qu'on espère. C'est l'application qui est le plus important, la plus importante plutôt. Quand on fait de certaines déclarations, je pense qu'on les a bien mûries en amont et on a pris les dispositions pour pouvoir les mettre en œuvre avant de les faire. Ben, c'est pas pour plaire aux yeux des gens, mais quand même, ça veut dire qu'il y a un travail qui est en train de se faire et au niveau des institutions financières aussi, ça va même les aider. Si la population est beaucoup plus nantie, a beaucoup plus de fonds à sa disposition, je suis sûr que ce sont les institutions financières qui vont en bénéficier beaucoup plus parce que leur rôle, c'est de pouvoir engranger des fonds. Et si la population en a, je suis sûr que c'est pour leur bénéfice, c'est pour tout leur bien. Mais si la population est appauvrie et n'a absolument rien à sa disposition, je suis sûr qu'ils vont en pâtir aussi. Donc aujourd'hui, c'est à leur avantage d'apporter ces informations à la population, surtout de les aider à les mettre en pratique. Mais il y a un autre aspect aussi, c'est l'accompagnement des populations. Quand vous faites des prêts, quand vous mettez les fonds à la disposition de la population, mettez à leur disposition des conseillers techniques, ceux-là qui peuvent les accompagner dans leur entrepreneuriat à aller beaucoup plus loin. Parce que toujours, on a besoin des conseillers techniques pour mener à bien nos activités, pas que mettre à disposition de la population des fonds et après venir réclamer les dividendes. Si le monsieur qui a pu faire les prêts ne maîtrise pas comment faire et comment mener les activités, ce qu'il faut mettre de côté pour les fonds de roulement et autres, s'il ne les maîtrise pas, je suis sûr qu'il va vendanger les fonds, il va se dire, bon, j'ai entrepris, ça n'a pas marché, à chaque fois qu'on fait quelque chose dans ce pays, ça ne marche pas, j'ai mis des conteneurs ici, ça n'a pas marché, j'ai mis ceci à disposition pour permettre à ce que je puisse avoir un fonds de commerce, ça n'a pas marché, il va toujours accuser ceux-là qui lui ont donné l'opportunité d'avoir des affaires alors que lui-même, il n'a pas pris connaissance des informations nécessaires pour mener à bien. Il faut d'autres accompagnements. Il ne faut pas commettre les dispositions financières aux mains de la personne, mais quand même, il faut les aider à aller beaucoup plus loin dans leurs activités et ce sera tout bénéf pour les institutions financières. Et aussi, au niveau je vais insister encore, même si ce n'est pas la question, au niveau des prêts, il faut informer la population, il faut dire la vérité à la population. Quand quelqu'un vient chez vous, ouvre son compte, il faut lui dire voilà telle modalité à suivre pour avoir les prêts à disposition. S'il y a des garanties à donner, dites-lui si vous voulez avoir tel fonds, vous devez avoir telle garantie. Vous devez amener telle garantie. Mais si vous ne le faites pas, quand le moment va arriver que la personne va vouloir entrer en possession de ces fonds-là et que vous lui donnez ces informations, il va se dire vous m'avez roulé dans la farine et ce ne sera pas bon pour l'image de l'institution financière. Alors, le secteur bancaire et les assureurs africains ont connu, Germain Pouliot, on doit préciser, et cela une croissance soutenue jusqu'en 2019. Tout à l'heure, Cyril a fait mention, mais la pandémie de Covid-19 et puis la crise actuelle, la guerre entre la Russie et l'Ukraine ont détérioré la rentabilité des banques et augmenté le taux d'inflation des pays. Ce rendez-vous de Lomé, Germain Pouliot, reste, si on peut le dire, un rendez-vous de résilience. Oui, c'est tout à fait cela, parce que nous étions déjà dans une logique de relance des économies après la pandémie, quand la guerre entre la Russie et l'Ukraine est arrivée. Donc la pandémie a affecté la plupart des entreprises, pas seulement africaines, mais sur le plan mondial. Et donc plusieurs entreprises ou hommes d'affaires n'ont pas pu honorer leurs engagements par rapport aux dettes qui ont été contractées dans des banques et dans des institutions financières. Donc déjà, ça a mis en difficulté un certain nombre d'établissements financiers, mais c'est vrai qu'il y a aussi les banques centrales
qui essaie quand même d'injecter de l'argent pour soutenir donc, ce genre de situation. Aujourd'hui, c'est un peu tout cela qu'il faut voir. Bon, une chose que les banquiers, les assureurs, les acteurs de la microfinance se réunissent. Après, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait des réunions avec les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires qui eux aussi sont dans le feu de l'action, qui ont aussi certains besoins à exprimer. Et puis il faut aussi qu'il y ait, s'il n'y a pas de réunion, que les conclusions de ce genre de sommet aussi parviennent aux décideurs, comme a su le relever le chef de l'État togolais. Il faut que les États accompagnent aussi. Donc, ces acteurs du privé là qui sont dans la finance pour que tout le dispositif soit bien huilé. Donc pour revenir encore à votre question, c'est que cette réunion arrive à un moment crucial de l'organisation des économies africaines pour déjà se protéger de ce qu'il a reçu, de ce que nos pays ont reçu comme choc depuis la pandémie jusqu'à cette guerre, et puis pour se réorganiser donc pour le futur de l'Afrique. Toutes les crises ne sont pas forcément mauvaises, parce que de la crise aussi peuvent naître des opportunités donc, pour nos États. Et donc en ce moment, je crois que tous ces acteurs qui sont à Lomé ont réfléchi sur la difficulté évidemment de ces moments que nous vivons, mais en même temps sur les opportunités que représentent ces moments pour que des financements adéquats soient mobilisés et accompagner les économies et les entrepreneurs africains. Cyril, vous voulez ajouter quelque chose? Nous sommes à la fin. Oui, c'est de revenir un peu sur l'organisation de ce sommet-là. Effectivement, c'est un sommet de résilience qui va permettre aux Africains de réfléchir et faire des analyses et aussi trouver leurs limites et chercher leurs problèmes et ensemble trouver aussi les solutions. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des pays africains pensent que les problèmes des Africains doivent trouver des solutions à l'Africain aussi. Donc je crois que le président de la République togolaise, lui aussi, s'inscrit dans cette dynamique-là. D'ailleurs, même il a répété dans son discours qu'il faudrait que les Africains arrivent à trouver leurs problèmes, les solutions à leurs problèmes, que lui, il est vraiment optimiste. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Cyril Sablassou, vous êtes journaliste, directeur de publication de Le Républicain Info. Passez souvent nous voir. Merci également au doyen Germain Pouli, lui il est là presque chaque semaine. Vous êtes directeur de publication de Togo Réveil. Et puis au jeune Gabin Adjao, juriste de formation, analyste politique. Infini merci à vous. Merci également à vous, chers amis, toujours scotchés à nos programmes. Ces programmes se poursuivent sur New World Info. On se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. À très vite.